Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Ken est photographe, il parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Avec la Naïf, divisez le coût de votre assurance par 2. Comment ? C'est facile. La Naïf vous assure du 1er au 15 du mois. Après, c'est plus nos affaires. Naïf, assureur à mi-temps. Offre valable hors année bissextile, week-end et jours fériés. Ne marchez pas sur les opposés. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Ken nous parle de son métier de photographe. Ken, vous êtes photographe, mais au vu de votre travail, on peut aussi dire de vous que vous êtes un portraitiste, un voyageur, un journaliste, un sociologue, un auteur, un poète, un humaniste, et quoi ou qui d'autre encore. En d'autres termes, Ken, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Bonjour et merci pour l'invitation. Tes phrases, je peux te tutoyer ? Allons-y. On aurait dit une chanson de I.Am où je suis un journaliste, je ne me rappelle plus le nom de la chanson mais ça m'a fait penser à ça. Je me définis avant tout comme citoyen du monde et comme je suis un puzzle non achevé que j'achève à coup de pièces et ces pièces que je mets dans ce puzzle-là, ce sont les rencontres que je fais grâce à la photographie. Donc je suis un puzzle non achevé, inachevé. Comment, quand et pourquoi êtes-vous devenu photographe ? La photo m'est tombée dessus suite à un décès. J'ai perdu ma grand-mère qui m'était chère et c'était il y a 10 ans. Et j'ai commencé un peu à m'enfermer mentalement. Et pour pouvoir sortir de cet enfermement, je me suis dit, si je vais voir des gens qui souffrent plus que moi, est-ce que ma souffrance va disparaître ? Donc je me suis dirigé vers le peuple de la rue. La souffrance n'a pas disparu, mais des amitiés sont nées. Un jour, suite à un cadeau qu'on m'avait fait, j'avais un appareil photo et un ami de la rue m'a demandé de le prendre en photo, lui et son chien. Et je lui ai dit, et sa chienne, et je lui ai dit, je te promets rien, je viens juste d'avoir un appareil photo. Il me dit, j'en ai besoin de cette photo-là parce que ma chienne est mourante, elle n'arrête pas de gémir, j'ai peur pour elle. Et donc, est-ce que j'aimerais bien avoir une photo qui puisse figer notre amour. Et donc j'ai fait cette photo-là, je l'ai ramenée à Titi, je lui ai ramené encadré, c'était de noir et blanc. Je l'ai trouvée belle parce qu'il y avait de l'émotion. Et lui l'a trouvée très belle, donc j'étais ravi et il a gardé dans l'endroit où il vivait, dans son squat. Et la bonne nouvelle, c'est que sa chienne n'était pas malade ou n'allait pas mourir, c'est qu'elle était enceinte. Voilà, la naissance de cette passion et de fil en aiguille, mes amis de la rue ont commencé à me demander des portraits d'eux et un jour je me suis mis à aller documenter leur vie. Justement, j'avais une question à ce sujet qui était un peu plus loin, mais je vais la poser maintenant. Vous vous êtes fait connaître en particulier à la fin des années 2010 pour votre travail avec les sans-abri. En tant que photographe, la rue reste-t-elle votre espace de prédilection ? Je suis accro à la rue, je suis accro au béton. J'habite à la campagne aujourd'hui, mais je suis quand même accro au béton. Moi, les photographes qui m'ont énormément inspiré sont allés se confronter à la rue. Il y a eu Marilyn Mark qui a trouvé ses modèles de prédilection dans la rue. Il y a eu Bruce Davidson qui allait arpenter les métros new-yorkais avec son appareil photo et son flash. Donc voilà, je trouve que la rue t'oblige à la confrontation. Parce qu'il y a forcément du monde et donc en fait t'es confronté à l'autre, donc je trouve que c'est un ring positif parce qu'en fait c'est pas des coups qu'on met, c'est des rencontres qu'on fait. J'avais une question sur Marie-Hélène Mark justement, donc est-ce que c'est encore votre photographe préféré et pourquoi ? Oui, j'aime bien, je fais partie de ces gens des années 80 qui adoraient classer les choses. Quel est ton meilleur ami ? Quel est ton bonbon préféré ? Et donc j'ai gardé cette tendance. Oui, c'est ma photographe préférée. Déjà, de par les sujets qu'elle aborde, elle parle beaucoup d'exclusion dans son travail photographique. Et donc, je trouve déjà son sujet incroyable parce qu'en fait, elle parle d'humanité. J'aime énormément cette phrase qu'elle dit. Il n'y a rien de plus extraordinaire que l'ordinaire. Et je trouve ça totalement vrai. Et pour moi, dans son flot de talent, pour moi, le summum, c'est ce travail qu'elle a mené au long terme, qui s'appelle Tini, où elle suit une jeune fille pendant 25 ans, de 13 ans à 38 ans. Et c'est juste dantesque, en fait, comme dans Highlander. Sinon, devait en rester une ou un, ce serait ce travail-là, Tini. Pour vous, quel est l'objectif de votre objectif ? Comment définiriez-vous l'œil de Ken ? Alors, je définirais l'œil de Ken comme la somme du reste de Ken. Mon but, en fait, avec la photographie, c'est de mettre sur un pied d'égal
toutes les personnes que je photographie et de prôner le bien vivre ensemble et de prôner le respect dans la différence. En fait, j'essaie de voir ma photo comme un outil d'intégration et non d'assimilation. Je montre l'humanité sans gommer la force de nos différences. Donc c'est ça, en fait, il y a un propos presque politique dans ma photographie. Selon vous, d'un point de vue plus politique ou militant, pourquoi nos sociétés ont besoin de photographes et de leurs photos ? Je pense que, et ça a peut-être déjà été le cas avant, mais on est dans une société où tout va très vite, où on n'a pas forcément le temps de nouer du contact et des liens avec ceux qu'on ne connaît pas, où on laisse les gens en haut et on laisse les gens en bas et en fait on crée des murs entre eux. Et je trouve que la photographie, c'est le marteau en fait qui casse les murs. Je trouve ça essentiel. Il y a des photos en fait qui ont permis aussi de changer le cours de l'histoire. La jeune fille sous le napalm, ce jeune garçon au bord de la plage avec son t-shirt rouge. En fait voilà, je trouve que la photo c'est un médium qui oblige en fait, qui pousse les photos d'Afro-Américains pendus aux arbres. Aussi, on fait basculer aussi l'opinion américaine. Donc je trouve que c'est le marteau de Thor. Maroc, Inde, Hong Kong, Espagne, France, États-Unis. Vous voyagez beaucoup pour prendre vos photos. Est-ce la même expérience partout dans le monde ? Autant j'aime énormément le pays qui est le mien, qui est le nôtre, la France, autant je me sens parfois plus citoyen du monde et plus humain en dehors de la France. C'est terrible parce que c'est comme des fois en fait sur des réflexions ignorantes en fait où on m'a déjà dit t'es guyanais, il parle français là-bas, ou quelqu'un à qui je parlais qui à la fin me dit mais tu parles bien français en fait. Et donc ces réflexions qui sont très très peu, en fait je les suis pas à l'étranger. Quand je suis au Maroc en fait on pense que je suis marocain, quand je suis en Inde on pense que je suis indien, quand je suis aux États-Unis on pense que je suis américain. Et alors je parle pas forcément le langage en fait et donc c'est intéressant, c'est qu'en fait je me trouve plus à ma place à l'étranger qu'en France et je voudrais être plus à ma place en France qu'à l'étranger. Je comprends aussi le ressenti que peuvent avoir ces enfants issus des années 70, les parents qui ont été obligés de migrer à la France, et je comprends un peu ce déchirement dans lequel ils sont, ce vide dans lequel des fois on les laisse. Et donc oui voilà, je me sens plus humain en dehors de mon pays des fois que dans mon pays, et j'aimerais que ce soit le contraire. La représentation du photographe est souvent celle d'une personne travaillant en solitaire. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, je travaille en solitaire. Je trouve que ça facilite les rencontres, ça les rend plus directes. Par contre, j'ai découvert le travail en duo l'année dernière avec une sœur d'art qui s'appelle Anne Capel, et je trouve ça excellent de travailler en duo, surtout qu'elle est sur la partie théâtrale, la partie mise en scène. C'est génial de travailler en duo, et j'ai eu la chance à New York de pouvoir faire en sorte que ma femme vienne avec moi, et c'était juste incroyable de partager ces moments avec elle, et je pense que le duo qu'on a formé, femme blanche, homme noir, a facilité les rencontres et nous a permis d'aller encore plus profond dans l'âme des gens. Et justement alors, après l'œil de Ken, la photo, pourquoi pas la caméra de Ken, le cinéma, est-ce que vous y pensez ? Alors je vous avoue que c'est mon rêve un peu absolu, hein. Je suis on est en 78, donc je fais partie de cette génération qui a été bercée au cinéma de Michael Mann, au cinéma de Fincher, et donc voilà, moi le cinéma m'inspire énormément, et surtout en termes de colorimétrie, et je trouve ça juste sublime, avec Darius Khondji, qui pour moi est le summum des directeurs de la photographie, et qui entre autres en fait gère les lumières sur Seven et sur The Lost City of Z de James Gray. Je rêve un jour de pouvoir avoir une caméra dans les mains et filmer, et d'aller chercher en color grading ces jaunes, ces rouges, ces verts, ces noirs de Fincher. Bon, on se reverra quand vous aurez passé le cap. Bien sûr. Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait devenir photographe ? Le conseil que je peux me permettre de donner à une personne qui veut devenir photographe, c'est d'avoir déjà tout le temps son appareil photo sur soi. Je pense qu'en fait il faut faire en sorte que l'appareil photo devienne son troisième œil, et même si on l'utilise pas dans la journée, c'est pas grave, au moins il est là. On me dit des fois que le portrait c'est compliqué, et que c'est compliqué d'aller vers l'autre, et c'est Salgado à qui on avait posé cette question-là, et qui est un photographe que j'adore, et qui avait répondu en fait il n'y a rien de plus facile que de photographier un humain, parce qu'on se comprend entre humains, et donc on peut demander une émotion ou demander alors que tandis que si vous photographiez une montagne ou un arbre, en fait même si c'est du vivant, mais on n'a pas ce langage commun, donc en fait c'est plus facile d'aller vers les humains. Et donc voilà, j'invite les gens à faire du portrait, j'adore le portrait, et je trouve ça génial, donc aller chercher la lumière des gens. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Parlez-nous maintenant du projet qui vous occupe actuellement, Selma, l'après Martin Luther King. Alors, enfant des années fin 70, je regardais beaucoup la télé, et malheureusement dans la télévision française, il y avait peu d'idoles positives ayant la même couleur de peau que moi, et donc je me suis tourné vers les États-Unis, et donc je suis allé chercher des figures positives comme Tina Turner, Michael Jordan,
Mohamed Ali et bien sûr l'incontournable Martin Luther King. Et c'est quelqu'un que je porte en admiration, que j'aurais voulu rencontrer. Et je me suis dit, comment rencontrer quelqu'un qui est décédé en fait. Et je me suis dit peut-être en allant à la rencontre des gens qui l'ont connu. Donc j'ai décidé de monter ce projet-là, suite à une première visite déjà en novembre 2022 à Selma. J'y suis reparti au mois de mars 2023, porté par la mairie de Saint-Médard qui a porté le projet. Et je suis allé à la rencontre des gens qui ont connu Martin Luther King. Donc en fait je l'ai rencontré et en même temps j'ai décidé de poser cette question-là aux gens que je croisais. Pensez-vous que le rêve de Martin Luther King s'est-il réalisé? Ce rêve de tous vivre ensemble, ce rêve de fin de pauvreté. Et donc je suis allé chercher à la fois les portraits mais aussi les réponses des gens que je croisais, amis de Martin Luther King ou inconnus ayant marché avec lui sur le pont de Selma. Et ensuite je suis parti à New York avec ma femme en fin août au moment des 60 ans du discours de Martin Luther King. Donc on n'est pas allé à Washington, on est allé à New York pour interroger les New-Yorkais dans les différents quartiers, les minorités, sur cette même question. Pensez-vous que le rêve de Martin Luther King s'est-il réalisé? Quelles sont toutes les thématiques sociétales qui se trouvent convoquées par cette question justement que vous posez? Alors au-delà de la question de la couleur en fait, ça va au-delà. Le combat de Martin Luther King parlait des qualités. Et même si son postulat de base en fait était ce que lui vivait, ce que ses enfants vivaient, ce que le peuple afro-américain vivait, lui son but c'était de vivre ensemble et de façon égalitaire. Et donc je suis allé interroger les gens et cette question a ouvert bien plus que la couleur de peau. On a parlé aussi d'homosexualité, communauté transgenre, de minorité hispanique. Donc en fait voilà, je suis allé poser cette question-là à tout ce qui aujourd'hui est considéré comme des minorités aux États-Unis et qui sont victimes de racisme, parce que le racisme prend différentes formes. Au-delà de la figure de Martin Luther King, durant vos rencontres, vous a-t-on parlé du rôle essentiel de la militante Diane Nash dans l'organisation de ces marches à Selma? Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une personne qui s'appelle Joanne Blank Blackmon, qui était en fait la plus jeune des marcheuses sur le pont. Donc c'était vraiment mon contact sur Selma. Ensuite j'ai rencontré la collaboratrice la plus proche de Stokely Carmichael, qui a lancé le concept de Black Power. Cette dame dont vous me parlez en fait je ne l'ai pas rencontrée, je suis passé vivante et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir... Alors c'est elle qui est à l'origine des marches. D'accord. Je sais que les marches ont été créées suite à la mort de Jimmy Lee Jackson, en fait le militant. En fait, qui était assassiné par la police suite à une marche pacifique, suite à l'attentat contre l'église de Montgomery. Et donc cette dame-là, j'avoue que personne dans mes échanges m'ont parlé de cette dame-là où j'ai pas forcément posé la bonne question, mais voilà. Donc je n'ignore pas du tout les femmes dans mes... Non, c'était pas pour ça. Voilà. C'est parce que justement, elle est globalement ignorée. Au profit de Martin Luther King qui attire toute la lumière, mais en fait c'est elle qui est à l'origine de ces marches. Je trouve que c'est très dommage qu'on n'en parle jamais. Bien sûr, et je comprends totalement. Et moi, la porte d'entrée c'était vraiment Martin Luther King, et dans le choix des photographies, le choix d'interroger, ça m'a amené vers des figures militantes femmes. Mais je sais que pour avoir discuté avec le coiffeur de Martin Luther King à Montgomery, qui a été ensuite quelqu'un d'hyper engagé, c'est vrai que quelquefois la place de la femme dans les mouvements de militants est réduite des fois à moins de ce qu'elle faisait. On m'a dit oui, mais en fait les femmes elles risquaient rien, moins, parce qu'en fait elles étaient moins frappées par les policiers, elles risquaient pas d'être pendues, ce sont les hommes qui étaient pendus. Donc c'est vrai qu'il y a un oubli en fait. Bah d'ailleurs ces marches elles sont pas, c'est un autre malentendu, mais c'est pas du tout des marches raciales au départ. Totalement. C'est aussi pour le droit des femmes, c'est pour toutes les minorités qui comprennent bien au-delà des Africains américains. Bien sûr. Tu as raison, réduire le propos. Les militants pacifiques étaient aller au-delà en fait de la couleur de peau, parce que sur le pont on avait aussi des personnes blanches, on avait aussi des personnes de l'église catholique, il y avait aussi des personnes issues de la communauté juive, beaucoup parce que la communauté juive était quand même, c'est peut-être un peu moins connu, mais en fait dans le combat des droits civiques, la communauté juive en fait participe énormément en aidant financièrement, en faisant à payer les procès, à faire sortir de prison les militants emprisonnés. Donc il y avait vraiment un poids aussi, voilà, il y avait un mouvement qui était global, qui s'est un peu éclaté avec la naissance du Black Power. Le Black Power d'ailleurs, Martin Luther King il était absolument contre ce slogan-là. Ouais, totalement, en plus il avait été surpris. Donc j'ai eu l'occasion de discuter, de rencontrer une proche collaboratrice de Stokely Carmichael qui a lancé le Black Power et qui me disait comme toi que Martin Luther King était contre ça. Ouais. Lui il parlait de power to the poor people, ouais, contre le pouvoir aux pauvres. Bien sûr. Pour lui, en fait, la réduction de la pauvreté, en fait, c'était un de ses combats. Parce qu'en fait, si à un moment donné, vous réduisez la pauvreté, en fait, vous réduisez forcément les inégalités et les gens vont arrêter de se comparer. Tout commence par là, en fait. Absolument. Pensez-vous que le fait que vous soyez métis, donc non blanc, vous a aidé, voire permis, de réaliser ce travail sur l'héritage de Martin Luther King à Selma, New York et Los Angeles? Alors, je me suis posé la question. En fait, on a eu une discussion avec deux amis photographes à New York. Je pense pas que ma couleur ait été un atout.
J'étais avec ma femme qui était blanche et ma femme a été un véritable atout. Elle parle très bien anglais et le fait qu'elle était blanche ne nous a jamais posé souci. Alors qu'il y a un ami new-yorkais photographe qui me disait voilà, le fait d'être à deux et surtout avec une personne blanche risque peut-être de couper les échanges. Ça n'a pas été le cas. Et par contre, sur Selma, j'avoue que si j'avais pas été métisse, je pense pas que j'aurais pu aller. Voilà, c'est une réalité. Hein. Il y a toujours les relents confédérés qui sont toujours en place et en fait qui fait qu'il y a une méfiance de la population noire envers la population blanche aussi. Pour exemple, j'ai un ami qui connaît très bien Selma, photographe, qui lui est blanc et pour lui c'était plus compliqué de faire des photos et parce qu'en fait il y a une forme de crainte aussi. Tout n'est pas réglé. Il y a une députée que j'ai rencontrée à Selma qui faisait le parallèle entre ce qui s'est passé suite à Pearl Harbor sur la côte ouest avec l'internement de centaines de milliers de Japonais, d'Américains d'origine japonaise. Les gens qui ont été emprisonnés ont été dédommagés et elle me disait voilà nous en fait à quel moment en fait nous on est dédommagés face à l'esclavage, donc tant que les politiques publiques en fait même si Biden et Kamala Harris se sont lancés dans ça, mais tant que le problème ne sera pas réglé, tant qu'il n'y aura pas une juste reconnaissance que les gens soient dédommagés, en fait il y aura toujours cette crainte en fait entre les communautés où en fait par exemple Selma c'est la dernière ville aux États-Unis où il y a un golfe interdit aux noirs. C'est quand même assez terrible. Ça donne quand même une partie de la réponse à votre question. Il semblerait que le rêve de Martin Luther King il est pas du tout abouti. Il est donc en fait en 50 ans, il y a quand même eu des avancées qui sont palpables. Voilà, des avancées on a eu Obama, on a Kamala Harris, il y a quand même des avancées, des figures politiques, des figures de la vie civile aussi. Mais par contre, par exemple, si vous êtes fermier noir en Alabama, vous avez 10 fois moins de chances d'avoir un crédit pour acheter d'autres terres que si vous êtes blanc. Comme me disait un monsieur qui est en off, voilà, il n'a pas voulu changer sa voix parce qu'il travaille pour une société, il avait peur de perdre sa place. Il me disait qu'en fait, tant que le racisme est dans le système et systémique, en fait, il n'y aurait pas de porte de sortie. Donc le rêve est loin d'être réalisé et en fait, on a un pays où tout bascule en plus. On peut avoir Obama et mandature d'après, on a Trump en fait. Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal et d'assez schizophrène et ce qui fait aussi sa force. Pour terminer, une question que je pose à tous nos invités et vous pouvez sortir du domaine de la photo. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Alors, j'aime ma famille, mes amis, j'aime mes proches, j'aime Paris, Texas de Jimi Hendrix et je vais rester dans le cinéma et j'aime Macadam Cowboy. Je n'aime pas la facilité, je n'aime pas le racisme et je n'aime pas ces pâtes avec un peu de bolognaise à l'intérieur. Les raviolis, merci, je déteste les raviolis, je déteste ça. C'est parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.